La nuit, chez nous, s'épaississait toujours comme une mélasse épaisse, s'agrippant à la peau tel un sang frais. Mais cette nuit-là, celle où tout arriva, elle me parut différente, empreinte d'un sombre pressentiment. J'étais assise près de la fenêtre, mes paumes collées à la vitre froide, scrutant l'obscurité d'encre, impénétrable, tentant désespérément de saisir le moindre signe de vie, le moindre infime rayon dans les fenêtres de la maison voisine. La maison voisine, la maison d'Igor. Un lieu où je savais ne plus jamais pouvoir revenir, mais qui semblait s'être installé à jamais dans ma tête, telle une écharde persistante suintant de l'intérieur. Je m'appelle Anna. J'ai 22 ans. Et jusqu'à tout récemment, ma vie était rythmée par des éclats de rire d'enfants joyeux, des projets radieux et un bonheur discret, sans prétention. Je vivais avec mes 2 petits trésors, Maxime, âgé de 5 ans, et Macha, 3 ans, dans une petite maison confortable, quoique modeste, à l'extrême limite d'un village ancien, quasi oublié de Dieu. Igor était notre voisin. Nous pensions que la chance nous souriait. La maison d'Igor, bien qu'un peu négligée, conservait toujours un silence assourdissant. Igor lui-même était un homme d'âge mûr, peu bavard, mais toujours courtois. Il se montrait rarement en public, mais lorsque nous le croisions par hasard dans la rue, il nous gratifiait toujours d'un sourire bienveillant et s'enquériait avec un sincère intérêt de nos nouvelles. Maxique avait même dit un jour qu'Igor était un véritable oncle gentil, car il lui avait offert une pomme juteuse. Une pomme que j'avais alors perçue comme le signe d'une amitié naissante. Quelle douce prémonition, pensais-je alors à tort. Ce soir-là, les enfants dormaient déjà profondément. J'ai décidé de faire une petite promenade pour respirer l'air frais du soir. La lune, fin croissant d'argent, perçait à peine le voile épais des nuages, illuminant un sentier étroit, à peine visible, qui s'enfonçait dans la forêt. Soudain, une étrange et inquiétante sonorité s'échappa de la maison d'Igor. Ce n'était ni un cri, ni un gémissement, mais plutôt une sorte de grattement désagréable, entrecoupé de faibles sanglots étouffés. Mon cœur se serra. Je restai immobile, tentant de cerner la provenance de cet écho sinistre. Les bruits cessèrent aussi brusquement qu'ils étaient apparus, ne laissant qu'un silence oppressant. Je me forçai à croire qu'il ne s'agissait que du vent, jouant avec des débris dans cette vieille maison délabrée. Mais le sentiment d'un malheur imminent s'était déjà niché en moi, me laissant sans répit. Je retournai dans ma chambre, mais le sommeil me fuyait toujours. À 3 heures du matin, je fus violemment réveillée par un nouveau son, aigu, perçant, qui me glaça jusqu'aux os. Ce n'était pas un cri humain, mais bien ce bruit incompréhensible et terrifiant, un son inoubliable. Il provenait de la maison d'Igor, un grondement bas et vibrant, rappelant le hurlement du vent dans de vieilles cheminées, mais avec une profondeur sinistre et animale. Mon cœur s'accéléra, et comme attiré par une force inconnue, je me précipitai vers la fenêtre. Dans les ouvertures de la maison d'Igor, une lumière faible et pulsante vacilla, comme voilée d'une brume mystérieuse. Et c'est là que je le vis. Igor se tenait sur le perron de sa maison, enveloppé de cette lumière étrange et hypnotique.
Mais il n'était pas seul. À ses côtés, comme arrachées aux ténèbres les plus profondes, des silhouettes bougeaient. Elles s'élevaient au-dessus de lui, anguleuses, fantomatiques, comme tissées d'obscurité et d'ombres nocturnes. Je ne pouvais distinguer leur visage, mais je sentais leur présence, froide, étrangère, empreinte d'une menace indicible et glaciale. Et soudain, comme sur un ordre invisible, toutes les lumières de la maison d'Igor s'éteignirent, plongeant l'espace dans une obscurité impénétrable. Seule demeurait cette lumière sinistre et pulsante, qui semblait émaner des profondeurs même de la terre, comme si un portail vers l'inconnu s'ouvrait. Cette nuit-là, je ne fermais pas un seul instant les yeux, l'angoisse paralysant chaque cellule de mon corps. Au matin, lorsque les premiers rayons timides du soleil commencèrent tout juste à chasser les dernières ombres, je l'entendis. Un pleur fort, déchirant, qui transperçait jusqu'aux os. C'était mon fils, Maxime, qui pleurait. Je me précipitai dans la chambre d'enfant, le cœur battant à tout rompre. Ma petite Macha dormait, inconsciente de ce qui se passait. Mais Maxime n'était pas là. Son lit était vide. L'oreiller, comme froissé par une force inconnue, gisait sur le sol, et la couverture était négligemment rejetée sur le côté. Je me précipitai vers la porte, le cœur battant dans ma poitrine comme un oiseau en cage. À ma grande surprise, elle n'était pas verrouillée. À cet instant précis, une prise de conscience me submergea, comme si un éclair venait illuminer un coin sombre de ma mémoire. Hier soir, alors que je retenais mon souffle, tentant de percevoir le moindre son provenant de la maison d'Igor, mon fils, Maxime, s'était réveillé brusquement. Je l'avais, comme à mon habitude, calmé, recouché, lui avais caressé la tête, mais mon sommeil était manifestement trop léger, car il avait profité de l'instant pour se relever. Et il était parti. Mais où? Chez le voisin, chez cet homme même qu'il considérait, dans sa naïveté enfantine, comme un gentil monsieur. L'angoisse me transperça, et sans perdre une seconde, je courus vers la maison d'Igor. La porte de sa demeure était entr'ouverte, comme une invitation à pénétrer dans l'inconnu. Je la poussai doucement, mais en réponse, il n'y eut qu'un silence sonore et épais. Il semblait si dense, si total, qu'il pesait sur l'ouïe plus lourdement que le cri le plus perçant. Une pénombre profonde se répandait dans la maison, drapant tout autour d'une aura mystérieuse. Les meubles anciens, recouverts d'une épaisse couche de poussière séculaire, semblaient figés dans le temps, rappelant des époques depuis longtemps oubliées, comme si nul être humain n'avait foulé ces lieux depuis de nombreuses années. Je tentais d'interpeller Maxime. Je l'appelais par son nom, mais la seule réponse que je recevais était l'écho vide de mes propres mots, se perdant dans le mutisme de cet endroit. Dans le salon, au milieu du silence qui y régnait, j'aperçus une table. Dessus, tel un témoin d'événements passés, reposait un vieux livre usé. Les mains tremblantes, je l'ouvris. Devant mes yeux apparurent des pages écrites d'une calligraphie inconnue et ornée, telle une écriture secrète attendant son déchiffreur. Je ne parvenais à déchiffrer aucun mot, mais chaque ligne semblait pulser d'une énergie ancienne et sombre. Et à côté du livre mystérieux,
comme pour se moquer de mon désespoir, gisait un petit ours en peluche, le jouet préféré de mon fils, qu'il ne lâchait jamais. Comment pouvais-je supporter cela? Quelle conjonction d'événements inexplicables! Où mon garçon avait-il disparu? Qu'était ce livre qui dégageait une aura si sinistre? Et où, finalement, était cet Igor? Dans la panique, je me précipitai hors de la maison, jetant des regards fiévreux autour de moi. Mais les rues étaient désertes, pas une âme en vue. Le ciel au-dessus de moi était morne et gris, tout comme mon propre état d'esprit. Jour après jour, semaine après semaine, le temps s'étirait à l'infini. La police, malgré tous ses efforts, ne trouvait aucun indice. Mes supplications désespérées d'aide, mes récits confus de sons mystérieux et de lumières inexplicables, tout fut attribué à mon chagrin, à une simple crise de nerfs provoquée par la perte. Ils fouillèrent méticuleusement la maison d'Igor, mais ne trouvèrent rien qui puisse éclaircir les événements. Igor lui-même, tel un fantôme, s'était simplement évaporé, dissous dans l'air, ne laissant derrière lui que des questions. Les recherches de Maxime et de Macha, qui, à ma grande horreur, disparut bientôt à son tour, furent officiellement arrêtées. Je me retrouvais complètement seule, avec une étincelle d'espoir à peine vacillante et une douleur insupportable qui me transperçait l'âme. Mais même dans cet abîme de désespoir, je n'avais pas l'intention de renoncer. Je retournais encore et encore à la maison d'Igor, comme attirée par un aimant, par un fil invisible, dans une tentative vaine de trouver ne serait-ce qu'un indice insaisissable. Un jour, dans le demi-jour vacillant de la cave, parmi des caisses poussiéreuses et des objets oubliés, mes doigts rencontrèrent une saillie à peine visible. Le toucher déclencha un léger clic, et devant moi apparut une porte dissimulée, semblant avoir poussé directement de la paroi humide. Derrière elle s'étendait un couloir étroit et absolument sombre, s'enfonçant quelque part vers le bas, dans un gouffre impénétrable. Une terreur glaciale paralysa mon corps, me clouant sur place. Mais l'idée des enfants sans défense, dont le destin reposait entre mes mains, me poussa à avancer, à faire le premier pas dans l'inconnu. Le corridor, serpentant et se rétrécissant, me mena dans une immense et vaste caverne. Un air humide, pénétrant et froid m'enveloppait, apportant avec lui l'odeur distincte de la terre mouillée et de quelque chose d'un pourrissement inquiétant. L'obscurité y était plus dense que dans le corridor, mais suffisamment diffuse pour distinguer les formes étranges des voûtes. Au cœur même de cette salle souterraine, tel un ancien gardien, se dressait un autel, grossièrement taillé dans une pierre massive et brute. Sur sa surface, parmi les ombres, j'aperçus ce même livre que j'avais remarqué précédemment dans le salon. Et autour de l'autel, autour de lui, se tenaient des enfants. Des dizaines de silhouettes minuscules et silencieuses, drapés dans un silence sinistre. Ils étaient figés, tels des statues, immobiles, les yeux grands ouverts, absolument vides. Et au milieu de cette foule muette, je distinguai soudain Maxime. Il était assis, les genoux repliés contre sa poitrine, son regard semblant fixé au-delà de cet endroit, dans le vide. À ses côtés, lové en un confortable peloton, Macha dormait paisiblement. J'ai ressenti un désir ardent
de me précipiter vers eux, de les étreindre, de les protéger. Mais une force inconnue m'en a empêché. Mon regard est tombé involontairement sur les murs de la grotte, enveloppés dans la pénombre. Ils étaient couverts des mêmes symboles complexes et tortueux que j'avais vus dans ce vieux livre. Et dans la lumière faible et vacillante de la lampe de poche que, par chance, j'avais emportée avec moi, j'ai aperçu quelque chose d'effroyable. Des peintures, des tableaux représentant des gens sacrifiant leurs propres enfants. Des images de créatures effrayamment semblables à celles que Igor et moi avions vues alors sur le vieux perron. Et c'est là que tout m'est enfin apparu clairement. Igor était bien plus qu'un simple voisin. Il était un maillon dans la chaîne de quelque chose d'ancien, quelque chose de véritablement terrible. Et ce livre, ce n'était pas une simple compilation de pages. C'était un véritable rituel, un rituel exigeant des sacrifices destinés à nourrir quelqu'un ou peut-être quelque chose. Les doigts tremblants, je tournais la page suivante. Les symboles, qui un instant auparavant m'avaient paru un amas chaotique de lignes, se recomposèrent soudain en images pleines de sens, révélant leur sinistre signification. Ce n'était pas un simple texte, mais une instruction. Une instruction, un appel au devoir, un rituel qui devait s'accomplir. Elle parlait des gardiens, des êtres venus des profondeurs des royaumes ultimes pour y chercher les semences de vie pour leur propre royaume déclinant. Et Igor, cet homme dont le nom était désormais synonyme de terreur, était l'un de leurs serviteurs. Sa tâche était effroyable, leur offrir des enfants en sacrifice. Mais pourquoi mes enfants? Pourquoi eux? Dans ce livre sinistre, empli de sombres prophéties, il était question d'âmes pures, de fleurs à peine écloses, de ceux qui n'avaient pas encore connu le mal du monde. Mes enfants, mes pauvres enfants innocents. À cet instant précis, j'entendis des pas. Pesants, lents, ils résonnaient sourdement dans le silence. Involontairement, je me retournai, et de l'ombre épaissie surgit Igor. Il avait l'air complètement différent de la façon dont je me souvenais de lui. Ses yeux, habituellement pleins de chaleur, brûlaient maintenant de la même étrange lumière pulsante que cette nuit-là, il y a longtemps. Sur son visage, il ne restait aucune trace de sa bonté d'antan, seulement une cruauté glaciale, millénaire, figée dans ses traits. « Tu n'aurais pas dû venir ici, Anna », dit-il d'une voix qui semblait venir des profondeurs des siècles, de ces temps dont nous ne connaissons rien d'autre que les récits anciens. Maintenant, tu sais-tu quel est le véritable prix de la vie? Sa voix retentit, et il fit un pas vers moi. Instinctivement, je saisis la pierre la plus proche à mes pieds et la lui lançai. Mais la pierre, comme si elle traversait un léger brouillard, passa à travers sa silhouette sans lui infliger le moindre dégât. À cet instant, je compris que la force physique m'était totalement inutile face à lui. « Qu'as-tu fait de mes enfants ?» criai-je, sentant les larmes couler en ruisseaux brûlants sur mes joues. « Ils dorment, » répondit Igor, avec un sourire narquois et sinistre. « Ils sont devenus partie prenante de quelque chose de plus grand, de quelque chose d'éternel. » Je reportai mon regard sur les enfants endormis, debout à mes côtés, leur respiration paisible
semblant si fragiles. Leur visage était serein, comme plongés dans un sommeil profond et éternel. On aurait dit qu'ils avaient trouvé le véritable repos, mais je savais bien que ce n'était pas le repos. C'était une absorption sans merci. C'est alors qu'un autre son, totalement inexplicable, rompit le silence. Il provenait des profondeurs de la caverne, d'une obscurité impénétrable, d'une obscurité d'encre, un grondement grave et vibrant, identique à celui de cette nuit-là, me fit me figer sur place. La terre elle-même semblait trembler sous le poids d'une force inconnue. Et puis, dans la pénombre grandissante, je les vis. L'obscurité avait pris forme, celle d'êtres que j'avais vus aux côtés d'Igor. Ils se mouvaient avec une grâce fascinante, comme des ombres qui auraient soudainement décidé de se matérialiser, presque insaisissables, mais d'une réalité effrayante. Dans leurs yeux, situés quelque part dans l'abîme, scintillait cette même lumière pulsante, cette lueur sinistre. Ils encerclaient Igor, et il y avait dans ce mouvement quelque chose d'accueillant, de presque rituel. C'est alors que je compris enfin. Igor n'était pas le maître de cette obscurité, mais seulement son humble serviteur. Il leur faisait des offrandes. Et qu'est-ce qu'il lui donnait en retour? Une force inconnue? L'immortalité? Mon regard, comme attiré par un fil invisible, retomba sur l'ancien livre qui reposait devant moi. Je me souvins d'une phrase que j'avais semblé saisir intuitivement. Parfois, pour survivre, il faut soi-même devenir celui qui vous traque. Je me précipitai vers l'ancien hôtel, trouvai le vénérable volume de mes mains tremblantes et me mis à lire des mots qui semblaient prendre vie, palpitant dans l'air, prononcer une incantation dont j'ignorais le sens, mais dont je sentais la puissance de tout mon être. Igor et les entités qui l'entouraient restèrent figés, me regardant. Dans leurs yeux, une lueur de surprise effleura, aussitôt remplacée par l'anticipation d'une fureur imminente. Ils s'avancèrent vers moi, lentement, mais sans répit. Moi, cependant, ignorant la menace croissante, je continuais ma lecture, insufflant dans chaque mot prononcé toute ma douleur insupportable, toute ma rage accumulée et mon amour sans borne pour mes enfants. Et lorsque je prononçai la dernière ligne, la décisive, toute la caverne fut emplie d'une lumière aveuglante, dévorante. La dernière chose qui s'imprima distinctement dans ma mémoire fut un froid pénétrant. Je gisais sur la terre glacée, sentant son contact mordant à travers le tissu fin de mes vêtements. Au-dessus de moi, comme des êtres vivants, bruissaient les cimes d'arbres séculaires, leurs murmures paraissant étouffés, mystérieux. Les rayons du soleil, perçant à travers le feuillage dense, dessinaient sur le sol d'étranges motifs d'ombre dansante. J'étais complètement seule. Le sentiment de solitude pesait comme un lourd fardeau. La maison d'Igor, qui semblait si inébranlable, avait disparu sans laisser de traces. Notre grotte secrète, qui nous avait servi de refuge, s'était évaporée comme si elle n'avait jamais existé. Et les enfants, ils avaient disparu également. Je suis retournée dans ma propre demeure, mais elle ne m'a accueilli qu'avec un vide profond. L'air était lourd, imprégné de poussière, comme si j'avais quitté ces murs il y a de très, très nombreuses années.
Je n'avais pas la moindre idée du temps qui s'était écoulé. Les jours succédaient aux semaines, puis semblaient se changer en années. J'ai arrêté de compter, arrêté de chercher mes enfants. Je savais où ils étaient maintenant. Ils avaient trouvé le repos là où la lumière ne s'éteint jamais, là où toute douleur s'en va. Mais avec cette connaissance, au plus profond de moi, je ne pouvais me défaire de la pensée que leurs âmes perdues, leur vie brisée, était ma faute immense. Je ressens encore leur présence invisible à mes côtés. Parfois, quand l'obscurité s'épaissit d'une manière particulièrement dense, enveloppant le monde d'un voile impénétrable, j'entends leur voix, si douce, presque inaudible, mais d'une tendresse infinie. Elles m'appellent, elles m'invitent là où je pourrais être réunie et, avec elles, j'ai désormais saisi la véritable nature de la nuit. J'ai perçu sa profondeur complète et envoûtante, et j'ai compris qu'il existe des récits destinés à ne jamais s'achever, des histoires qui ne font que commencer leur voyage. Mon histoire en est la preuve, l'histoire d'une mère séparée de ses enfants et d'un mystère qui les a engloutis, mais qui, peut-être, m'a contourné eux, car je suis moi-même devenue eux, partie intégrante de ce mystère, partie d'un grand livre. Voici une partie de cette grotte, une parcelle de leur monde singulier. Et moi, je suis là, en attente. J'attends simplement